À Luanda, en Angola, s'est ouvert ce lundi le 7e sommet Union africaine-Union européenne, une rencontre majeure qui célèbre 25 ans de partenariat entre les deux continents et ouvre de nouvelles perspectives de coopération. L'actualité de ce soir nous ramène au cœur des enjeux sociaux avec un focus particulier sur la protection des femmes et des filles au Mali contre les violences basées sur le genre. Demain sera lancé les 16 jours d'activisme et je suis avec M. Abdraman Koulibaly pour en parler. Le Téléthon organisé ce samedi par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour soutenir les Aigles à la CAN a permis de mobiliser plus de 150 millions de francs CFA. Cette mobilisation permettra de renforcer la logistique, l'encadrement et la confiance collective autour de l'équipe nationale. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 1945. Ce lundi, en Angola a débuté le 7e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Une rencontre significative qui marque les 25 ans des relations entre les deux continents. Assitoumani Koulibaly. Après la rencontre du G20 ce dimanche, les regards sont désormais tournés vers Luanda, où s'est ouvert ce lundi le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. La rencontre se tient les 24 et 25 novembre 2025. Elle est présidée par le chef de l'État angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, aux côtés de son homologue européen Antonio Costa, président du Conseil européen. Plusieurs dirigeants sont déjà sur place, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le sénégalais Bassirou Diomaye Faye ou encore le président kenyan William Ruto. D'autres pays africains ont choisi de se faire représenter par leur premier ministre ou des membres de gouvernement. Pendant 2 jours, les dirigeants débattront autour de la migration, les minerais stratégiques, la paix et la sécurité, ainsi que le multilatéralisme. En marge du sommet, les dirigeants européens poursuivront par ailleurs leurs consultations autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans une déclaration commune, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont rappelé que, je cite, « les défis auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, la transformation numérique, la migration irrégulière, les conflits et l'insécurité ne connaissent pas de frontières », en assurant que l'Afrique et l'Europe peuvent ensemble montrer la voie. Ce sommet de Luanda est la 7e rencontre du genre, marquant 25 ans de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. À son issue, de nouvelles initiatives de coopération entre les deux continents sont attendues. Après plusieurs jours de négociations intenses, la 30e conférence des parties tenue à Belém au Brésil s'est conclue sur un bilan contrasté. L'accord trouvé prévoit le financement de l'adaptation climatique, mais pas d'accord sur la sortie des énergies fossiles. Aminata Keita. La COP30, présentée comme la COP de la mise en œuvre, a permis quelques progrès notables, mais a échoué à répondre pleinement à l'urgence climatique. Parmi les avancées majeures qui étaient d'ailleurs la ligne rouge, les États ont adopté la décision dite Mutirao qui prévoit de tripler le financement mondial dédié à l'adaptation d'ici 2035 au profit des pays en développement. La conférence a également entériné un mécanisme de transition juste destiné à accompagner travailleurs, communautés et pays dans le paysage vers des économies bas carbone. Autre résultat clé, le lancement d'un Global Implementation Accelerator, un dispositif chargé d'aider les États à concrétiser leur engagement climatique. La COP30 a aussi marqué un tournant en ouvrant un dialogue officiel entre commerce et climat, une première dans les négociations onusiennes. À partir de 2026, des discussions annuelles examineront l'impact des mesures commerciales liées au climat, comme les ajustements carbone aux frontières. We had 195 countries, more than 42,000 delegates and observers that came here, the strongest ever participation of indigenous peoples. I know you wanted more, but it was the strongest ever, and I hope that the next COPs will continue to be the strongest ever after this one. Par contre, les limites du sommet restent marquantes. Malgré une coalition de pays réclamant un phasage clair du pétrole, du gaz et du charbon, les discussions se sont heurtées au blocage de plusieurs États producteurs. Aussi, le texte adopté ne fait aucune mention explicite de la sortie des combustibles fossiles, chose vivement critiquée par les experts et la société civile. Le président du Brésil n'a pas manqué de réagir à ces manquements courant le G20. É inconcebível
que não sejamos capazes de mobilizar $1 trilhão e 300 bilhões em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares. Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. Pour beaucoup d'observateurs, la COP30 a maintenu un fragile consensus international sans livrer les transformations ambitieuses nécessaires pour rester sous le seuil de plus de 1,5 degré Celsius. L'Afrique obtient de cette COP le financement de l'adaptation, mais pas la justice climatique qui était clamée. Les regards se tournent désormais vers la COP31 qui se tiendra en Turquie en novembre 2026, mais où les négociations seront pilotées par l'Australie. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, un rendez-vous mondial mais aussi national qui rappelle l'urgence de protéger les femmes dans tous les espaces, y compris désormais dans les espaces numériques. Cette année, le Mali met l'accent sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux et sur la lutte contre les violences en ligne, un phénomène en pleine expansion et aux conséquences souvent dramatiques. Et la campagne va être lancée demain. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Abdraman Koulibaly, chargé de programme VBG à ONU Femmes à Mali. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Alors, comme je le disais, cette année, le thème met l'accent sur la violence numérique contre les femmes et les filles. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui rend ces violences en ligne si préoccupantes aujourd'hui au Mali? Merci. Je vous remercie déjà de m'avoir accepté sur le plateau déjà et de votre intérêt que vous portez à la thématique. C'est comme l'a dit, c'est ensemble que nous allons parvenir à combattre ce fléau. Donc, je reviens à votre question qui est de savoir qu'est-ce qui rend cette problématique assez inquiétante. Il s'agit de plus en plus de voir à travers les constats. Nous pouvons dire qu'à travers les constats et les différentes données que nous disposons en la matière, que la problématique des violences basées sur le genre, ça prend de l'ampleur. C'est ce qui fait qu'il est important que chacun de son côté, tous les acteurs s'impliquent davantage pour essayer de mettre fin à cette pratique assez dégradante. Donc, à cet effet, tous les acteurs, de quelque bord qu'on peut être, au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, au niveau de vous, les médias, vous avez tous un rôle à jouer. Donc, la problématique fait un appel à l'unisson pour qu'on puisse vraiment l'éradiquer complètement. Alors, un exemple concret de violence numérique? Un exemple concret de violence numérique, c'est déjà les diffamations qui peuvent se faire en ligne. Par exemple, accuser quelqu'un à travers un live de faire partie d'un réseau de prostitution. C'est un exemple de violence numérique. La personne n'a pas la capacité de pouvoir se défendre, même si c'est le cas. Est-ce que les gens croiraient à cela? Donc, c'est un exemple. Également, les insultes. Les insultes qui peuvent se faire sur les réseaux, puis les attaques de la famille, les attaques qui vont jusqu'à la dignité humaine. Donc on peut dire que les violences qui sont beaucoup plus psychologiques et émotionnelles sont un peu liées au réseau et à l'utilisation de l'Internet. Et donc parlant des conséquences, qu'est-ce qui vous inquiète concrètement le plus dans cette tendance? Qu'est-ce qui nous inquiète le plus dans cette tendance, c'est le mépris de soi-même. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ça peut aller à une faible estime de soi, à ne plus, à vouloir, à créer une sorte de traumatisme chez la personne, à vouloir se retirer, à ne plus avoir confiance de sa propre personne, à vouloir vivre en écart et tout. Et au pire des cas, c'est des cas de suicide qui peuvent arriver. Alors justement, les jeunes sont à la fois les plus exposés et les plus présents sur les réseaux sociaux. Comment comptez-vous mobiliser les étudiants, les influenceurs autour de la cause? Effectivement, cela se fait très généralement dans les planifications que nous avons fait. Il y a déjà un renforcement des capacités dont les gens ont besoin. Il faut déjà les renforcer, les amener à réellement comprendre l'ampleur et puis les conséquences que ces actes-là peuvent engendrer. Et au-delà de cela, il faut les outiller. Il faut leur donner les outils parce qu'il y a plein de gens qui sont sur les réseaux, ils ne connaissent pas. On parle de violence, on ne connaît pas l'impact réel. Les gens ont l'habitude de voir, quand on parle de violence, de voir un visage ensanglanté ou un visage gonflé. La violence va au-delà. J'ai parlé tout de suite de la violence psychologique et émotionnelle. C'est ça
que c'est là où ça va. Donc nous les amenons à mieux comprendre cela et l'impact que cela peut causer. Et nous leur donnons les outils afin que les jeunes soient eux-mêmes les porte-parole vis-à-vis de la jeunesse. Donc c'est à travers des formations, à travers le renforcement des capacités, à travers les campagnes digitales que nous faisons avec les blogueurs, les influenceurs, les hommes de médias et autres, que nous disons que cela va amener un changement de mentalité au niveau de la jeunesse. Et donc, qu'en est-il de l'accompagnement et de la protection des survivantes? L'accompagnement et la protection des survivantes avec nous, comme vous le savez déjà, le système des Nations Unies, nous appuyons les efforts du gouvernement. Il y a assez de dispositifs qui sont mis en place avec le gouvernement et ses partenaires. Donc, parmi ces dispositifs, nous avons des structures de prise en charge. Nous avons les One Stop Center, nous avons d'autres centres de prise en charge holistique. Nous avons d'autres partenaires qui travaillent également dans la prise en charge des survivants. Donc, à travers des réseaux qui sont là et nous amenons les survivantes, les survivantes de VBG dans ces centres-là, afin que les personnes-là puissent retrouver une vie normale après un traumatisme causé par ces événements. Alors, c'est demain le lancement des 16 jours d'activisme. Qu'est-ce qui est prévu au programme après le lancement, justement? Ok, demain, c'est effectivement le lancement national avec le département, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ça va se passer au CICB. Ils sont accompagnés par tous les partenaires techniques, le système des Nations Unies et la société civile. Donc, c'est un événement qui rassemble tout le monde, tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle important dans ce combat noble. Donc, le lancement, il aura lieu au CICB demain à partir de 9h, parrainé et sous le haut patronage, je dirais, de la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, avec la présence des différents partenaires techniques et financiers, les représentants et autres, et la société civile, tous les acteurs qui sont impliqués. Donc, c'est un grand événement qui aura lieu au CICB demain. Et après le lancement, c'est quoi les activités phares tout au long des 16 jours? Alors, c'est très intéressant cette question. Après le lancement, comme on a dit, c'est une campagne. La campagne, c'est ce qui se passe au CICB sur le lancement. Ça annonce un peu ce qui va se passer. Et nous, déjà, au NUFA, on a planifié une série de renforcements des capacités et des campagnes avec des blogueurs, avec des jeunes filles qui travaillent dans le domaine du TIC, avec les leaders traditionnels et religieux, parce que c'est des acteurs assez importants. Et aussi, quand ils ont une compréhension des impacts de ce phénomène, ils peuvent nous aider. Donc, nous les renforçons, nous les expliquons ce que ça peut dire, ce que ça peut faire. Donc, à ce niveau, au niveau du système, au niveau de ONUFEM, voilà les activités qu'on a prévu de faire. Et il y a beaucoup d'autres activités que nos partenaires sont en train de faire. Il y a des marches, il y a des trucs sportifs. Donc, chacun essaie de s'exprimer en fonction de son domaine pour montrer son engagement vis-à-vis de ce problème qui est commun. Merci à vous, M. Coulibaly. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous aussi. Ce journal se poursuit. Un convoi de 82 camions citernes d'hydrocarbures est arrivé dans la matinée du samedi 22 novembre à Bamako, en provenance de Niamey, un don nigérien qui s'inscrit dans une dynamique de soutien visant à atténuer les difficultés énergétiques auxquelles fait face le Mali actuellement. Escorté par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES, le convoi a parcouru près de 1400 km en 21 jours avant de rejoindre Bamako. Djeneba Samaki. Alors que la crise du carburant continue de perturber le quotidien des ménages et les activités économiques, ce week-end, un geste fort est venu du Niger. 82 citernes de carburant ont été escortées vers le Mali pour exprimer la solidarité au sein de la Confédération AES, mais aussi pour contribuer à alléger la pression sur les stations-service. Sur le terrain, l'annonce redonne un souffle d'espoir, même si les défis restent nombreux. An foli mulu y'an dɛmɛ stern la kana dɔ bɔ an ka gɛlɛya la ale ka nali ni an fɛnɛ bɛ ka mulu la don o mana ye dɔrɔn a mana caya dɔrɔn a gɛlɛya yɛrɛ a bɛ ban pewu sa yɛrɛ caman yɛrɛ bɔra la yɛrɛ. Pour des analystes, l'arrivée de ces citernes illustre le renforcement de la coopération énergétique entre les pays membres de l'AES. Sur le court terme, elle peut réduire la pression dans certaines stations. Au-delà de l'urgence, ce geste du Niger ouvre une perspective, celle de bâtir une véritable sécurité énergétique régionale, fondée sur la coordination, la planification
et la mutualisation. En ce sens, ces 82 citernes ne sont pas seulement un convoi, elles sont un symbole de résilience, de solidarité et de souveraineté AS en marche. Le gouvernement malien, de son côté, poursuit ses efforts. En effet, un protocole a été conclu avec les importateurs de produits pétroliers pour accélérer les procédures douanières et sécuriser l'approvisionnement en carburant. Les textes visent à ramener à un jour les délais de déclaration des camions-citernes à leur arrivée au bureau des produits pétroliers. Les autorités estiment que l'application immédiate de ces nouvelles règles devrait permettre d'améliorer la fluidité des opérations et de garantir une disponibilité plus régulière du carburant dans les différents centres urbains et zones rurales. Sur un tout autre plan, un accord verbal a été trouvé entre le gouvernement et Barrick Gold, ouvrant une possible sortie de crise autour de Loulo-Goungoto. Les discussions portent sur le renouvellement du permis, la restitution de l'or saisi et la libération des employés. Rien n'a encore signé, mais l'avancée est jugée importante. Moussa Traoré pour les détails. Loulo-Goungoto, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest, avait vu ses activités perturbées jusqu'à la suspension des opérations en début d'année 2025. Pour motif, un bras de fer opposait le gouvernement du Mali et la compagnie minière Barrick qui exerce ses activités sur le site. Ce 21 novembre, un accord verbal a été trouvé entre les deux parties, marquant un tournant dans un dossier devenu sensible pour l'économie nationale. Pour certains experts miniers, le simple fait que les deux parties parviennent à une compréhension commune est un signal positif pour l'avenir des négociations. L'accord entre Barrick et l'État malien, à mon avis, c'est une très bonne chose que les deux parties arrivent à trouver une solution consensuelle. Comme le dit bien l'adage, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà, donc à mon avis, le litige entre Barrick et l'État, ça n'arrange ni l'État ni Barrick. Pourquoi ça n'arrange pas l'État? Parce que Barrick est l'une des plus grandes mines de pourvoyeurs d'emploi et pourvoyeurs de fonds aussi. Parce que si nous voyons qu'est-ce que la mine de Loulo-Goungoto apporte au trésor malien, le montant est très élevé. Pour d'autres, l'essentiel réside dans la possibilité d'une solution concrète qui permettrait non seulement la reprise normale des travaux, mais aussi la libération des employés encore retenus. En tout cas, nous nous réjouissons en tant que les acteurs, et surtout la société civile, en tant qu'acteurs aussi du secteur minier, que vraiment l'État et Barrick arrivent à trouver une solution consensuelle et enfin que vraiment les activités puissent reprendre dans cette grande mine d'or du Mali pour le bonheur de tous les acteurs, les prestataires maliens, les travailleurs maliens qui sont là-bas, les sous-traitants maliens. Vraiment, ça va nous donner vraiment de l'espoir. Tous les regards se tournent désormais vers la signature d'un accord formel, une étape indispensable pour tourner définitivement la page du bras de fer et stabiliser un secteur minier crucial pour le Mali. En bref, au Nigeria, une cinquantaine des plus de 300 élèves enlevés à l'école catholique Saint-Marie sont parvenus à s'échapper. L'Association chrétienne du Nigeria l'a annoncé ce dimanche, précisant que les enfants se sont évadés entre vendredi et samedi. Pour rappel, 115 personnes, dont 315 personnes, dont 303 élèves âgés de 8 à 18 ans, avaient été enlevés lors de l'attaque de l'établissement, l'un des plus importants enlèvements de masse jamais enregistrés dans le pays. Retour au Mali pour un objectif de 200 millions de francs CFA visant à soutenir la participation de l'équipe nationale à la CAN 2025 au Maroc. Plus de 150 millions ont été mobilisés ce samedi grâce au téléthon organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'objectif de cette collecte de fonds et de mobilisation autour des aigles est de renforcer leur logistique et leur encadrement, mais également de renforcer la confiance collective. Assetou Boiré sur les images de Soumaïla Fani.
dans une stratégie de mobilisation populaire et de soutien concret aux moyens techniques et professionnels de l'équipe nationale à la CAN 2025 au Maroc. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec la Fédération malienne de football, a organisé un téléthon national ce samedi 22 novembre. Objectif: collecter des fonds et mobiliser l'ensemble de la nation autour des aigles. Aujourd'hui, nous venons exprimer notre espoir, notre soutien à notre équipe nationale, à l'équipe des aigles du Mali, exprimer notre solidarité avec le gouvernement du Mali, avec le président de la transition ainsi que toutes les autorités afin de participer pleinement à cette belle aventure qu'est la CAN 2025 auprès des aigles du Mali. À travers ce qui vient de se passer et sur une prévision de 200 millions, et la seule journée d'aujourd'hui, il a pu quand même mobiliser 150 millions. Cela montre à suffisance que les Maliens souhaitent par lui-même et réussir ses missions et sans passer par d'autres canaux. Et c'est ce qui vient de se passer. Pour un objectif de 200 millions de francs CFA, plus de 150 millions ont déjà été mobilisés et la collecte continue pour atteindre le montant fixé. Selon les organisateurs, cette mobilisation vise à soutenir les aigles du Mali, renforcer leur logistique et encadrement et les escorter vers la CAN 2025. Ça permettra effectivement à nos aigles de mouiller le maillot et aussi de permettre à un nombre important des Maliens d'aller soutenir les aigles pour au moins l'objectif fixé qui est de remporter la coupe, pour que au moins les uns et les autres puissent vraiment avoir le paume au cœur, très franchement, puisque aujourd'hui le football c'est un élément fédérateur des Maliens, comme l'a été rappelé aujourd'hui, en dehors de l'armée. Le football, vraiment, c'est un élément fédérateur qui permettra aux uns et aux autres vraiment d'avoir le baume au cœur. Un soutien financier est déjà bien, mais la mobilisation surtout autour de la participation des aigles, c'est ça qui est assez important de mon point de vue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut rassembler les Maliens, en plus de l'armée, comme ça a été dit, c'est vraiment le football. C'est le football qui peut permettre d'exprimer son appartenance à une patrie. On soutient. Ce qu'on a, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et donc aujourd'hui, si vous voyez qu'on a tous fait le déplacement pour être là, c'est pour montrer aux aigles que vraiment on est avec eux. La CAN débutera le 21 décembre 2025 et se déroulera jusqu'au 18 janvier 2026. Le tirage au sort a placé le Mali dans le groupe A en compagnie de la nation hôte, le Maroc, de la Zambie et des Comores. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.